La guerre vue par les Ukrainiens. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial. Vous avez entendu qu'il n'a pas de numéro. C'était Ingrid qui était censée faire cet épisode, mais à cause des événements récents en Ukraine, on a décidé de changer notre planning éditorial. D'ailleurs, excusez-moi si le podcast est un peu moins fluide que d'habitude. J'ai pas eu le temps d'écrire de script. Je vais improviser parce que je voulais sortir cet épisode le plus vite possible. Je pense que le temps presse, comme on dit. Le temps presse, ça veut dire que quelque chose est urgent. Alors, normalement, chez Inner French, on essaye d'éviter les sujets d'actualité parce qu'on n'est pas un média d'information. Nous, on traite plutôt des sujets de fond, des sujets structurels, en particulier ceux qui concernent la France, parce que je pense que je suis un peu plus légitime pour parler de ça. Et comme vous apprenez le français, je me dis que ce sont des sujets qui vous intéressent. Mais aujourd'hui, je suis obligé de faire une exception pour vous parler de ce qui se passe en Ukraine. Alors, certains vont me demander pourquoi je le fais alors que j'ai pas parlé de l'Afghanistan, de la Syrie, du Yémen, de la Palestine ou encore de la Birmanie. Alors, bien sûr, ces événements sont importants, ils méritent aussi votre attention. Il se passe des choses graves dans ces pays, mais je pense que c'est pas le rôle de ce podcast. Et d'ailleurs, j'ai encore du mal à me dire que ce podcast a un rôle. Au départ, je l'ai créé seulement pour vous aider à apprendre le français, c'était son but, sa vocation. Mais au fur et à mesure que l'audience grandissait, que vous étiez de plus en plus nombreux à l'écouter, j'ai commencé à me dire inconsciemment qu'il fallait que je traite des sujets plus importants. Des sujets plus importants, par exemple, que faut-il se lever tôt, un des premiers sujets que j'ai traités. Peut-être que j'ai tort, peut-être que vous préférez ces sujets plus légers. Mais voilà, je me suis dit que maintenant j'avais une sorte de responsabilité d'utiliser cette audience pour vous parler de sujets qui me tenaient à cœur et qui me semblaient mériter votre attention. Alors à chaque fois j'essaye de le faire de la manière la plus honnête possible, mais comme vous le savez, je ne suis pas journaliste et en général, je ne suis pas non plus un expert dans ces domaines par rapport au sujet dont je vous parle. Inner French, c'est pas, comme je le disais, un média généraliste comme RFI, Radio France Internationale, que vous écoutez peut-être avec leur journal en français facile. Non, Inner French, c'est un podcast fait par des profs de français passionnés qui vous parlent de sujets qui leur tiennent à cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ukraine. Vous avez été nombreux à nous écrire pour savoir si tout allait bien, parce que vous savez qu'une partie de l'équipe vit en Pologne, Ania et moi, et qu'une guerre fait rage dans un pays voisin, l'Ukraine. Alors oui, en Pologne, tout va bien. Quand on marche dans les rues de Varsovie ou de Cracovie, c'est difficile d'imaginer qu'à quelques centaines de kilomètres, il y a d'autres villes, des villes ukrainiennes, qui sont en train d'être détruites par des bombardements. Bien sûr, quand on regarde d'un peu plus près, là on remarque que quelque chose est en train de se passer. Il y a des bus et des voitures remplies de personnes qui portent leurs valises et qui n'ont clairement pas l'air d'être des touristes, des femmes avec leurs enfants qui ont des visages tristes et fatigués. Et là, évidemment, je fais référence aux réfugiés ukrainiens. Ils sont déjà plus d'1 million à avoir fui la guerre et environ 700 000 d'entre eux sont arrivés en Pologne. C'est cette proximité qui m'a poussé à faire cet épisode. Je sais que c'est peut-être pas juste vis-à-vis de tous les autres pays qui sont victimes de conflits tout aussi graves et dont on n'a jamais parlé ici, mais c'est comme ça, l'empathie n'a pas besoin d'être rationnelle. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse détaillée de cet événement. Il existe déjà des centaines d'articles de vidéos qui le font très bien.
Si vous êtes vraiment pas familier avec ce sujet, il y a une vidéo du youtubeur Hugo Décrypte qui explique bien le contexte géopolitique et les enjeux. Donc je vous invite à la regarder avant d'écouter la suite de cet épisode. Je vais mettre le lien d'ailleurs sur la page de l'épisode, sur innerfrench.com. Nous, l'avantage qu'on a chez Inner French, c'est qu'on a des auditeurs dans le monde entier. Et évidemment, dans cette communauté, il y a des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Donc, je me suis dit que le plus intéressant, ce serait de les écouter eux, de les laisser raconter la guerre comme ils la vivent. J'ai pu interviewer ou échanger des emails avec une quinzaine d'entre eux et j'ai appris beaucoup plus de choses en les écoutant qu'avec tous les articles que j'avais lus avant. Donc je les remercie de m'avoir accordé du temps et j'espère que leurs témoignages vous permettront de mieux comprendre l'urgence et la gravité de la situation. Dans la nuit du 23 au 24 février, l'armée russe a lancé une offensive contre l'Ukraine en bombardant des aéroports et des infrastructures militaires et en envoyant des troupes au sol. On va écouter Lana nous raconter comment elle a vécu le début de cette invasion. Lana a 25 ans, elle habite à Odessa et avec son copain, elle a une agence qui crée des identités sonores pour des marques et des jeux vidéo. Et puis, à 5 heures du mat, je me suis réveillée à cause de les sons d'explosion. Et tu sais, c'est le genre de son quand tu les entends et tu comprends qu'est-ce qui se passe. Tu comprends que... Pardon. Je ne vais pas pleurer pour toutes les journées. Pardon. Ça marche. Et donc, tu les entends et tu comprends que c'est déjà, ça y est, c'est les guerres. Je pense qu'en entendant Lana, on se rend compte du choc qu'on doit ressentir quand on est réveillé par le bruit des bombes. Moi, j'ai jamais entendu de bombes exploser. Je suis pas sûr que je comprendrais immédiatement de quoi il s'agit, mais pour Lana et ses compatriotes, ce matin du 24 février, il n'y avait pas de doute possible. Ça faisait déjà plusieurs semaines que Vladimir Poutine les menaçait, qu'il menaçait d'attaquer l'Ukraine. C'est ce que nous rappelle Olga, une musicienne et prof de français de 33 ans. On attendait tous que quelque chose allait nous arriver, mais on ne pouvait jamais croire que ça sera comme ça, que ça sera comme ça en même temps dans tous les coins de l'Ukraine, en même temps partout dans la nuit à 5 heures du matin. Donc, on pensait que quelque chose allait nous arriver, mais nous avons tous dit que de toute façon, ça va peut-être de nouveau commencer à l'Est. Et puis peut-être, et puis là on verra, etc. Mais en fait, non, c'était 5 heures du matin, ça a commencé partout en même temps. Les bombes ont commencé juste à tomber à Kiev et partout. Donc, Olga nous dit que même si les Ukrainiens s'attendaient à une attaque, ils ont été surpris par son ampleur. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'armée russe attaque leur territoire dans toutes les directions. Mais c'est pas juste l'ampleur de l'attaque qui les a surpris. Tous les Ukrainiens à qui j'ai parlé m'ont dit à quel point cette situation leur semblait irréelle. Quand je dis que je me suis réveillée à cause de bombardements, euh, je ne le croyais même pas parce que j'avais beaucoup de rêves comme ça. Ouais, quand je dormais, que ça commence, ça commence. Et puisque j'habite à côté de l'aéroport, il y a beaucoup d'avions ouais, qui volent à côté, il y a le son spécifique. Et chaque fois, je me disais, ça commence, ça commence. Mais ce n'était pas vrai, c'était juste les avions. Mais cette situation stressante et tendue, elle était je pense, depuis 2 ou 3 mois. Mais bien sûr que chaque Ukrainien se disait, mais bon, ça va aller, nous sommes dans le monde civilisé, ce n'est pas possible qu'un pays voisin peut attaquer l'autre violemment. Ce n'est pas possible, mais du coup, c'était vrai. Et donc, on s'y attendait, on peut dire, mais bien sûr que personne
ne pouvaient y croire vraiment parce que 21e siècle, à l'époque d'Internet et d'Elon Musk qui lance, je ne sais pas, qui invente des nouvelles technologies, que quelqu'un peut agir de manière si barbare. Ouais, c'était difficile d'y croire. Là, on vient d'entendre Daria, elle a 25 ans. Avant la guerre, elle habitait à Kiev, mais elle a dû se réfugier dans l'ouest du pays au début du conflit. Comme elle, beaucoup d'Ukrainiens ont encore du mal à comprendre comment un tel événement a pu se produire au XXIe siècle dans un pays indépendant qui est aux portes de l'Union européenne. Je ne peux pas me mettre à la place des Ukrainiens, mais je vous avoue que pour moi aussi, cette invasion semble irréelle. J'ai passé des vacances en Ukraine il y a 6 ans. Je suis allé à Kiev et Odessa. C'était après les événements de Maïdan, mais les gens vivaient comme dans d'autres grandes villes européennes. Donc, quand je vois ces scènes de guerre dans les rues dans lesquelles je me suis promené avec des amis il y a seulement quelques années, ça me semble à la fois proche et irréel. Une fois le choc de l'invasion passé, les Ukrainiens ont dû rapidement réagir. Comme Daria, beaucoup de ceux qui vivaient dans la capitale ont décidé de partir pour échapper au bombardement. C'est aussi ce qu'a fait Olga. Et maintenant, je peux dire que je suis réfugiée, en fait, dans mon pays, parce que là où j'habitais, il y a 8 jours, c'est une banlieue de Kiev qui s'appelle Irpin. Et là, hier matin, j'ai vu dans les nouvelles que ma maison était détruite, en fait, par les avions. Juste avant de parler à Olga, j'avais vu les images des immeubles bombardés à Irpin. Pour moi, c'était des images de bâtiments détruits, comme on en voit assez souvent aux informations, mais pour elle, c'était sa maison. Mettez-vous à la place d'Olga une seconde. Vous allumez la télévision le matin pour regarder les informations et vous voyez des images de votre appartement qui a été détruit par des bombes. Évidemment, on est content d'y avoir échappé, mais j'imagine pas ce qu'on doit ressentir à ce moment-là. Bien sûr, tous les Ukrainiens ne sont pas partis de Kiev. Il y en a qui n'ont pas de voiture et il est très difficile de trouver un billet de train ou de car pour quitter les grandes villes. Alors, comment vivent les gens qui sont encore là-bas ? C'est ce que va nous raconter Nicolas, un jeune lycéen de 17 ans. Parce que maintenant, dans les grandes villes de l'Ukraine, les civils sont forcés de vivre dans les sous-sols sans électricité ni eau. Vous avez sûrement vu ces images des stations de métro de Kiev qui ont été transformées en abris anti-bombes. Un abri, c'est un endroit pour se protéger. D'ailleurs, il existe le verbe s'abriter, se protéger de quelque chose. Quand il pleut, on s'abrite pour éviter la pluie. Depuis le 24 février, les Ukrainiens s'abritent pour se protéger des bombes. Ils vivent dans le métro, dans les caves ou les sous-sols de leurs immeubles. Et, comme le dit Daria, il y a même des femmes enceintes qui doivent accoucher dans ces conditions. Il y a des gens qui passent 1 jour, 2 jours, 3 jours par la suite dans la cave. Il y a des femmes qui accouchent dans les sous-sols, dans les abris. Malheureusement, s'abriter dans les stations de métro et les sous-sols ne suffit pas toujours. Après cette première semaine de conflit, le gouvernement ukrainien a indiqué que 2000 civils ont été tués. De plus en plus d'Ukrainiens considèrent que les attaques de l'armée russe sont en réalité des attentats, comme le dit Daria. Ce qui se passe maintenant, je peux le dire, ce sont des attentats parce qu'ils attaquent les orphelinats, les écoles maternelles. Il y a les enfants, des petits-enfants qui sont morts. C'est horrible. Et je peux dire que ce sont des attentats, et même pas la guerre. Et depuis quelques jours, on parle même d'un risque nucléaire parce que l'armée russe essaye de prendre le contrôle des centrales nucléaires du pays. Dans la nuit du 3 au 4 mars, elle a provoqué un incendie dans la centrale d'Enerodar, une centrale qui a 6 réacteurs nucléaires, alors qu'à titre de comparaison, la centrale de Tchernobyl n'en avait qu'un. De nombreux experts internationaux ont sonné l'alarme pour dire à quel point cette situation est dangereuse. En
voyant tout ça, on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'Ukrainiens qui ont fui leur pays. À l'heure où j'enregistre cet épisode, le samedi 5 mars, 1,3 million de personnes ont quitté l'Ukraine sur 44 millions d'habitants, soit environ 3%. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de quitter le pays en ce moment. Déjà parce que les hommes qui sont en âge de se battre ont l'obligation de rester. C'est pour ça que Lana et sa mère ne sont pas partis. On a lu que c'est déjà la mobilisation totale. Donc, euh, les hommes ne peuvent pas traverser la frontière. Et on a ma mère, ma soeur et moi qui n'ont pas les hommes. Donc, mais ma mère et moi, on ne veut pas vraiment les laisser ici parce que j'imagine pas. Tu sais, j'imagine pas laisser mon père, mon partenaire. Mais c'est pas toujours à cause des hommes. Pour Yuliana, une étudiante de 23 ans, c'est sa mère qu'elle ne veut pas abandonner. Et pour Alina, une professeure qui vit près de la capitale, ce sont ces animaux qui rendent le voyage un peu difficile. Et pourquoi tu as décidé de rester? Parce que mon maison est ici, ma maman est ici aussi. Elle ne voulait pas quitter notre pays et moi, je ne veux pas aller quelque part et laisser ma maman. J'ai décidé de rester là parce que c'est très difficile aller à la frontière, c'est très, très difficile. Et j'ai les animaux, je ne peux pas quitter mes animaux, c'est impossible. Mais si autant d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes ont décidé de rester, c'est pas seulement à cause de problèmes logistiques, ni pour rester avec leur famille. Il me semble vous avoir déjà dit dans un épisode que pendant mes cours d'histoire à l'école, je me demandais souvent pourquoi les gens ne quittaient pas leur pays à l'approche d'une guerre, dans un réflexe de survie. Il y a toujours des signes annonciateurs, des choses qui peuvent nous laisser penser qu'une guerre est imminente. Alors, pourquoi ne pas fuir avant que ça n'arrive? Je ne sais pas si c'est juste moi ou un réflexe français. C'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est connu pour sortir le drapeau blanc assez vite, mais peut-être que si la France était attaquée, je réagirais différemment. Peut-être que j'aurais envie de prendre les armes pour la défendre. C'est ce que font les Ukrainiens. Ils ont décidé de rester pour se battre pour leur pays. Comme me l'a dit Frédéric, un jeune prof d'anglais fan de Victor Hugo. Ma première réaction, peut-être, était partir, juste partir de l'Ukraine. Mais après, je pensais que non, je reste ici. Je pouvais, encore, je peux envoyer ma femme, mais elle m'a dit qu'elle reste avec moi. Donc peut-être on va rester, mais je ne veux pas partir parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent l'Ukraine et moi je veux être entre eux parce que c'est ma terre. Pourquoi je dois partir? Mais pourquoi Vladimir Poutine a-t-il décidé d'envahir l'Ukraine? Selon lui, il ne s'agit pas d'une guerre, mais, je cite, d'une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Le président russe considère que le gouvernement ukrainien est composé de nationalistes qu'il compare à des nazis. Pour comprendre son raisonnement, il faut connaître un peu l'histoire et la géographie de l'Ukraine. Pour faire simple, la partie est de l'Ukraine est proche de la Russie, et une grande partie de ses habitants ont le russe comme langue maternelle, alors qu'à l'ouest, les gens parlent plutôt l'ukrainien. Et Poutine dit que les Ukrainiens russophones sont persécutés par les nationalistes. Donc j'ai demandé à Daria si les Ukrainiens de l'Est sont vraiment différents de ceux de l'Ouest. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre nous, je ne veux pas le nier parce que historiquement, oui, si on plonge dans l'histoire, notre pays était
divisée, déchirée entre les États différents. Il y avait une partie de l'Ukraine qui était sous la Pologne, sous la Roumanie, sous l'Empire russe, etc., etc. Mais moi, je viens de l'Ukraine de l'Ouest, c'est Soumy, c'est la ville qui se trouve vraiment pas loin de la frontière avec la Russie. Et jamais personne de ma vie ne voulait être membre de la Russie parce que nous connaissons très bien notre histoire, vraiment très bien. Nous savons que nous sommes ukrainiennes, nous connaissons très bien notre langue, même si c'est vrai qu'à Soumy, c'est la ville où on parle russe, c'est vrai. Mais tout le monde connaît l'ukrainienne, tout le monde sait l'utiliser. Je veux dire, si nous parlons des institutions formelles, les documents, tout ça c'est en ukrainienne et tout le monde sait l'utiliser. Mais en même temps, personne n'était jamais discriminé par tu parles russe, comment ça? Non, si tu veux, tu parles russe. J'ai des amis qui parlent ukrainienne vivant à Soumy. Ils n'avaient jamais aucun problème. Donc, pour nous, oui, nous acceptons le fait que nous parlons beaucoup de langues. Par exemple, à l'ouest de l'Ukraine, il y a les gens qui parlent roumain. C'est vrai, même s'ils sont ukrainiens, ils habitent en Ukraine. Mais ils parlent roumain parce que historiquement, ils habitent à la frontière avec la Roumanie. Et leur grand-père parlait roumain, eux, ils parlent roumain. En même temps, ils connaissent bien l'ukrainienne, ils l'utilisent un peu partout si nous parlons de trucs officiels. Mais historiquement, c'est comme ça. Donc, le fait qu'à l'Est, il y a des gens qui parlent russe, ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont ukrainiennes et qu'ils veulent vivre en Ukraine indépendante, en Ukraine souveraine. Et personne n'attendait jamais Poutine qui devrait leur sauver ou je ne sais pas quoi. Et même les gens de Donetsk et Lugansk, ce territoire de Donbass, on dit qu'ils attendaient Poutine et tout ça, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste que le temps était instable. C'était juste après la révolution en Ukraine. Et vous comprenez ce que c'est la révolution. Les gens étaient choqués, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne comprenaient pas qui fait quoi. Et pendant ce temps instable, Poutine il a profité de cette situation et il a envahi ce territoire. Mais je sais, ma tante vient de Donetsk, j'ai beaucoup d'amis qui habitent maintenant à Kiev, mais qui sont réfugiés. Ils ne voulaient pas vivre sous ce régime parce que pendant ces 8 ans là-bas, c'est une calamité. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Les gens peuvent être agressés, violés dans la rue par le régime russe. Et beaucoup de gens, ils sont maintenant réfugiés partout en Ukraine, à Kiev, à Lviv, à Odessa, à Soumy. Il y a beaucoup de réfugiés de Donbass. Et personne n'attendait Poutine. Et c'est juste la propagande russe qui le dit. Et maintenant, d'ailleurs, vous pouvez le voir, il n'y a aucune ville où on rencontre Poutine, l'armée russe, avec des fleurs ou des trucs comme ça. Personne ne l'attend. Tout le monde résiste. Chaque ville, même le toute petite ville dans ma région, Soumy, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Akhturka, il y a Konotop. Ce sont des petites villes, vraiment très petites, mais elles résistent comme des lions. Ils ne laissent pas l'armée russe entrer sur leur territoire. Toute la population sort dans les rues, arrête des tanks sans avoir des armes, arrête des tanks juste comme ça. Et personne ne l'attend, personne ne veut qu'il entre sur notre territoire. Parmi les Ukrainiens et les Ukrainiennes que j'ai interviewés, plusieurs étaient russophones, donc je leur ai demandé à eux aussi ce qu'ils pensaient de l'argument de Poutine. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. La raison pour laquelle Poutine essayait de prendre le contrôle de l'Ukraine, c'est de protéger la population russophone, c'est-à-dire protéger la population russophone. Mais je peux dire que je parle russe de ma vie. Je parle russe de ma vie et personne n'a jamais porté
atteinte à mes droits russophones. Donc, je pense que c'est juste un prétexte pour Poutine d'envahir l'Ukraine. Historiquement, il y a la partie de l'Ukraine qui parle russe. Moi aussi, parce que je suis née à la région de Donbass, où le conflit a commencé en 2014. Mais on apprend l'ukrainien à l'école. Je peux parler russe dans les rues. Personne ne viole pas mes droits. Mais l'ukrainien, ça reste toujours la langue officielle. Donc, il n'y a aucun trait de nazisme ici, en Ukraine. C'est tout à fait faux. Là, vous venez d'entendre Mikita, un étudiant de Kiev, et Alexandra, une autre prof de français. Selon eux, et tous les Ukrainiens à qui j'ai parlé, l'argument de Poutine concernant la persécution des russophones n'était qu'un prétexte. C'était seulement un prétexte. De nombreux experts internationaux pensent la même chose. Ils disent que Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine pour des raisons géostratégiques, notamment pour prendre possession des ressources naturelles du pays. Le point positif dans tout ça, c'est que Poutine a réussi à unir toute l'Ukraine contre lui. Toutes les personnes que j'ai interviewées m'ont dit que la solidarité entre les Ukrainiens est plus forte que jamais. Beaucoup d'habitants des régions de l'Est se sont réfugiés à l'Ouest et ils ont été accueillis à bras ouverts. Accueillir quelqu'un à bras ouverts, c'est une expression pour dire accueillir quelqu'un chaleureusement, avec bienveillance, montrer à cette personne qu'elle est la bienvenue. C'est ce que nous explique Yulia, une Ukrainienne qui vient de Mariupol, une ville de l'Est du pays. Oui, il y a une division entre Est et Ouest. Oui, c'est vrai, parce que dans le Est, nous parlons russe, et Ouest, tout le monde parle ukrainien. Et aussi, dans le Est, il y a beaucoup de personnes qui ont famille en Russie, par exemple, et choses comme ça. Beaucoup de connexions avec Russie, je peux dire comme ça. Et dans l'Ouest, ce n'est pas le cas. Tout le monde a famille en Pologne, par exemple, et c'est pour ça qu'il y a cette division. Mais je pense que maintenant, ce n'est pas le cas. Tout le monde est super uni, super... c'est pas important si on parle russe ou ukrainien. Comme vous l'avez entendu un peu plus tôt, beaucoup d'Ukrainiens ont de la famille et des amis en Russie. Donc, pour arrêter cette invasion, ils essayent de les informer de ce qui se passe réellement en Ukraine. Ils essayent de démentir la propagande de Poutine. Parce qu'en Russie, les médias donnent une image totalement différente de ce conflit, comme le dit Frédéric. Beaucoup de gens russes ne comprennent pas la situation. Et quelquefois, j'essaie de le comprendre. J'essaie de comprendre que ce n'est pas eux, mais c'est la télé, c'est le gouvernement, c'est les médias. Et beaucoup de mes amis de la Russie, il m'a écrit et il m'a dit que nous sommes très désolés, pardonnez-nous pour notre président, etc. Donc, je ne suis pas sûr si c'est la majorité, mais il y a beaucoup de Russes qui veulent faire quelque chose. Comme peut-être, tu sais, ils même sortent de chez eux, mais la police, quoi? L'armée? Donc, oui. Donc, c'est difficile un peu parce que surtout quand j'écoute quelques Russes, ils disent que juste soyez patients, nous allons vous libérer ou quelque chose comme ça. Et moi, c'est pas comment je peux.
c'est expliqué parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, cette guerre, c'est aussi une guerre de l'information. Une guerre à laquelle beaucoup de jeunes Ukrainiens participent sur les réseaux sociaux. Ils pensent que pour arrêter cette invasion, les Russes doivent se mobiliser et s'opposer à leur gouvernement. Bien sûr que les Russes sont différents. J'ai des amis russes. Mais en même temps, ils m'écrivent tous, enfin pas tous, mais il y a des amis russes qui m'écrivent que nous ne voulons pas de guerre, nous ne sommes pas comme Poutine, nous avons peur, on ne sait pas quoi faire. Mais ça pourrait marcher avant la guerre, que bon, on ne veut pas de guerre, mais maintenant il faut faire quelque chose. Ils ont tous peur de sortir dans les rues. Ils ont peur d'être retenus pour 5 jours ou 15 jours, mais je sais pas, c'est ridicule à mon avis, parce qu'il faut faire quelque chose. S'il appuie le bouton nucléaire, c'est le problème du monde, pas juste de l'Ukraine. Voilà, donc je ne peux plus entendre toutes ces choses que nous sommes tellement désolés, nous ne savons pas quoi faire. On vous dit quoi faire, il faut sortir dans les rues, il faut faire quelque chose. Bref, d'un côté, les Ukrainiens savent que les citoyens russes ne sont pas responsables de cette guerre, que beaucoup d'entre eux sont contre et que certains ont même été arrêtés parce qu'ils participaient à des manifestations anti-guerre. Mais de l'autre, ils sont déçus que la mobilisation contre Poutine ne soit pas plus massive. Une autre raison invoquée par Poutine pour justifier cette attaque, c'est celle de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, NATO en anglais. C'est une organisation qui a été créée pendant la guerre froide et qui réunit aujourd'hui 28 pays européens, plus les États-Unis et le Canada. Si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres ont l'obligation de le défendre. Le problème, selon Poutine, c'est que l'OTAN menace la sécurité de la Russie parce qu'elle s'étend vers l'Est. Elle se rapproche des frontières russes. Et quand il a été question que l'Ukraine, un ancien pays de l'Union soviétique, rejoigne l'OTAN, Poutine a vu rouge. Ça ne lui a pas plu du tout. Il y a quelques semaines, il a posé un ultimatum aux pays de l'OTAN en leur disant de signer un document qui interdisait à l'organisation de s'étendre vers l'Est. Mais les dirigeants de l'OTAN ont refusé. Depuis, certains disent que l'OTAN a mis de l'huile sur le feu. Mettre de l'huile sur le feu, ça veut dire amplifier une situation qui est déjà grave, aggraver une situation. Certains disent que l'OTAN a mis de l'huile sur le feu, que l'OTAN a provoqué Poutine en voulant intégrer l'Ukraine au lieu d'essayer de calmer les choses. C'est une opinion qu'on entend même dans les pays de l'Ouest, comme en France ou en Belgique. J'ai demandé à Daria ce qu'elle en pensait. D'abord, je trouve cette idée absolument absurde parce que le but de l'OTAN, c'est la protection. C'est pas une attaque, c'est la protection. C'est pourquoi je ne vois aucun problème ou aucune possibilité de l'attaque envers Russie parce que l'OTAN, ce n'est pas une alliance qui essaie d'attaquer quelqu'un, c'est une alliance qui vise à sauvegarder la sécurité et la protection de leur territoire. C'est pourquoi déjà l'idée est absurde que la Russie était, je ne sais pas, sous le danger de l'OTAN, parce que l'OTAN n'apporte pas de danger, c'est faux, c'est absurde. Et deuxième point, c'est que pourquoi Poutine a le droit de décider quel pays doit ou ne doit pas adhérer à l'OTAN. Ce n'est pas à lui de le décider, pas du tout, parce que l'Ukraine, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant qui peut prendre la décision toute seule. Et si on a l'intention d'adhérer à l'OTAN et d'être protégé par cette alliance, pourquoi devons-nous demander à Poutine ce qu'il en pense? Et je ne pense pas que ce soit une provocation parce que, comme j'ai déjà dit, l'OTAN vise à protéger le territoire, pas à attaquer quelqu'un. Mais est-ce que les Ukrainiens veulent vraiment adhérer à l'OTAN ?
D'après les sondages récents, il n'y a pas de doute. Parce que maintenant, comme on n'est pas à l'OTAN, nous défendons nous-mêmes. Et si on était à l'OTAN, on aurait eu beaucoup plus de support réel. Donc, bien sûr que c'est important. D'après la statistique, de nouveau, qu'on a eu avant-hier, je crois, il y avait 76% des Ukrainiens qui sont pour l'OTAN et je crois que c'était 86% pour l'Union européenne. Voilà, ce sont aussi les chiffres incroyables. C'était pas du tout comme ça avant. Ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à l'OTAN depuis le début du conflit, c'est de protéger son espace aérien contre les avions russes. Il estime que l'armée ukrainienne est capable de défendre son territoire au sol, mais qu'elle n'a pas les moyens de se protéger des bombardements russes. Il a réussi à faire passer le message auprès de ses citoyens, car tous les Ukrainiens à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était la priorité. Les sanctions, c'est très bien et nous apprécions vraiment le soutien de l'Europe et des États-Unis et de tout le monde de l'Ouest. Mais c'est vrai que maintenant, ce serait bien de fermer le ciel quand même. Je comprends que les États-Unis ont peur de faire ça. Enfin, pas peur, mais ils ne veulent pas être engagés dans cette guerre. Et s'ils ferment le ciel, bien sûr qu'ils seront obligés de participer à la guerre, mais maintenant, c'est ce qui peut sauver tout le monde, pas juste l'Ukraine. Maintenant, ce n'est plus le cas juste de l'Ukraine, c'est le cas de toute l'Europe, c'est le cas du monde. Voilà, donc à mon avis, il faut quand même réagir un petit peu plus activement parce que les sanctions, c'est bien, mais les gens meurent ici tout le temps et les gens peuvent mourir aussi plus loin que de l'Ukraine. Donc, à mon avis, il faut fermer le ciel. Malheureusement, l'OTAN a prouvé ces derniers jours qu'elle ne viendrait pas au secours de l'Ukraine, du moins pas de manière directe. Certes, plusieurs pays de l'OTAN ont adopté des sanctions économiques contre la Russie, comme l'a rappelé Olga. Ils ont aussi envoyé du matériel à l'armée ukrainienne, mais plusieurs responsables de l'OTAN ont déclaré hier, le vendredi 4 mars, qu'il n'était pas question de protéger l'espace aérien ukrainien, car ça reviendrait à entrer en guerre avec la Russie. Ce refus est un vrai coup dur pour les Ukrainiens, d'autant plus qu'ils considèrent que ce conflit n'est pas seulement leur problème. On va écouter Lana et Daria nous expliquer pourquoi. Le message que je voudrais vraiment passer, c'est que on se bat pour l'instant, pas juste pour notre territoire ou pour nos vies. On se bat pour l'instant pour toute l'Europe. Et c'est vraiment important pour les Européennes pour comprendre ça, parce que on est ici en se battant contre la Russie et c'est pour tout le monde en Europe, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, notre président Zelensky il dit que ce n'est pas juste notre guerre, mais c'est vraiment la guerre pour les valeurs européennes. Même le slogan de France, oui, c'est la liberté, égalité, fraternité. Et c'est ces valeurs que l'Ukraine maintenant protège parce que nous luttons pour la liberté, parce que si vous savez, en Russie, il n'y a aucune liberté, les gens ne peuvent pas sortir, comme en France, oui. Si les Français ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils font la grève. Ils font la grève et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Les gens sortent dans les rues, les gens protestent, manifestent et ils ont le droit pour le faire. En Russie, personne ne peut le faire. Personne. Si tu sors 2 minutes et tu es en prison. En Ukraine, on peut le faire. Donc, nous luttons pour la liberté. La même chose pour l'égalité parce que, encore une fois, en Russie, il y a un très grand décalage entre les couches sociales des gens. En Ukraine, nous travaillons beaucoup pour éliminer cette différence. Nous travaillons pour l'égalité des gens. Et fraternité, maintenant, on peut voir comment toute l'Ukraine est solidaire. En Ukraine de l'Ouest, oui, on est en
sécurité relative, mais on fait tout pour aider notre armée. On fait des dons, on travaille, moi personnellement, je fais des trucs, des masques pour protéger. Des gilets pare-balles, des choses comme ça. Oui, c'est ça. On essaie d'accueillir les réfugiés, de trouver le logement gratuit, d'organiser l'évacuation, de tout faire pour aider notre armée. Donc, ce troisième point, c'est la fraternité. Voilà, je pense que ce dernier message est une conclusion parfaite pour cet épisode. Je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Alina, Bodan, Daria, Elena, Frédéric, Yulia, Lana, Mikita, Nicolas, Nina, Alexandra, Olga, Olena, Solomia, Tatiana, Victoria, Vlad, Juliana et tous ceux que j'oublie. J'ai pas pu inclure tous vos témoignages, mais vous m'avez tous aidé à mieux comprendre la situation. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, pour aider les Ukrainiens, je vous invite à visiter la page supportukrainenow.org. Si vous ne comprenez pas mon accent, il y aura le lien sur la page de l'épisode. Vous verrez qu'il existe plein de manières d'apporter votre soutien, que ce soit un soutien monétaire, matériel ou logistique. Vraiment, les besoins ne manquent pas. Je suis sûr que vous trouverez un moyen d'aider, peu importe votre situation. Force et courage à nos amis ukrainiens pour les jours à venir et à bientôt.